Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette conférence intitulée Loi grand âge ou pas, comment réussir le virage domiciliaire. Donc, je suis Maxime Gouello, je suis directeur soutien en développement et influence au sein de Viv3, qui représente l'offre de soins et d'accompagnement du groupe Viv. J'accueille avec moi sur la table ronde Sébastien Elatry, directeur du développement de Ressources Mutuelles Assistance et Senior Adom. Bonjour. Valérie Levaché, directrice du pôle accompagnement chez Viv3. Et Frédéric Aiello, directeur des filières maintien à domicile et senior au sein de Viv3 Île-de-France. Donc ensemble, on va parler pendant 45-50 minutes du virage domiciliaire, c'est levier de réussite, ce que propose aussi le groupe Viv pour réussir ce virage domiciliaire, et puis les propositions que nous pouvons porter. Et on prendra 10-15 minutes pour échanger avec la salle et répondre à vos questions. Ce virage domiciliaire, c'est quoi et surtout, ça date de quand? Ça date pas d'aujourd'hui, puisque je crois que le premier rapport, c'est celui le rapport à la ROC en 1961 qui a créé les services de maintien à domicile et qui donnait déjà deux tendances pour réussir le défi du vieillissement qui était balbutiant et qui est désormais porteur, avec deux mouvements qui sont le choix des personnes. 92% des personnes de plus de 85 ans souhaitent rester chez elles pour vieillir. Au cours de la discussion, on aura peut-être une définition du chez-soi. Est-ce que le chez-soi, c'est le chez-soi historique, celui dans lequel on a toujours vécu, ou est-ce que c'est un nouveau chez-soi, du type résidence autonomie, résidence senior? 92%, c'est les chiffres de la dernière enquête qui est parue hier de l'assurance retraite et de Silver Alliance. Cette enquête, elle portait aussi un deuxième mouvement, qui est celui de la réduction des finances publiques ou des financements publics. Pourquoi est-ce que les pouvoirs publics souhaitent aussi s'engager sur le virage domiciliaire? C'est parce que le maintien des personnes à domicile coûte 2 fois moins cher environ que les personnes en établissement. Et en plus, au regard des prévisions, notamment je crois que c'était du rapport Libaud, la prévision d'un besoin de 10 000 places supplémentaires en EHPAD, on voit bien qu'on n'atteindra pas forcément ce chiffre-là. Donc on a une réalité qui va s'ouvrir à nous, qui est celle d'aller vers ce virage domiciliaire, de permettre aux personnes davantage de soins à domicile, de soins et d'accompagnement à domicile. Cependant, on se heurte à une petite chose dans cette augmentation de l'accompagnement à domicile et du soin. Beaucoup d'acteurs sont confrontés à des difficultés économiques. On est sur un secteur à forte pénibilité pour les professionnels et donc à forte pénurie aussi de professionnels. On nous annonce depuis plus d'un quinquennat, depuis de nombreuses années, une loi grand âge qui permettrait justement aussi de donner des outils législatifs pour permettre ce virage domiciliaire et accélérer la transformation de la prise en charge davantage à domicile plutôt qu'en établissement. Il y a beaucoup de rapports, j'ai cité le rapport Larocque de 1961, on pourrait citer le rapport Broussy sur le pacte générationnel, on pourrait aussi citer le rapport de messieurs Pifto et Wolfram sur l'habitat inclusif pour permettre aux personnes de vieillir davantage chez elles ou dans des lieux communs. Donc on nous promet cette loi. Ça n'empêche pas les acteurs, et notamment le groupe Viv ou d'autres acteurs du médico-social, de trouver des solutions, de proposer des nouvelles modalités de prise en charge. Et c'est ce qu'on va aborder. Il y a bien sûr eu dans la législation quelques innovations. On parlera peut-être un petit peu de la loi Bien vieillir de cette année, qui évoque la tarification globale, qui évoque la carte professionnelle pour les professionnels. Mais on voit que c'est aux acteurs, comme le groupe Viv, qui est principalement connu pour ses mutuelles, Harmonie Mutuelle, MGN, MNT, mais qui dispose aussi de 2 autres piliers qui le rendent légitime à parler et dont on va débattre, avec Arcade Viv sur le logement social et Viv3 sur l'offre de soins et d'accompagnement. Le groupe Viv, donc, c'est principalement les mutuelles. Valérie Levaché, vous êtes directrice du pôle accompagnement au sein de Viv3. Qu'est-ce que ça représente, ce pôle accompagnement chez Viv3 ? Alors, oui, merci. Bonjour à tous. Donc peut-être quelques repères. Vous m'entendez? Non. Alors je pense que c'est le micro qui ne fonctionne pas. 1, 2. 1, 2. Est-ce que là c'est mieux? Super. Donc oui, je représente le pôle accompagnement de Viv3. Donc c'est quoi le pôle accompagnement? Parmi les nombreux métiers de notre groupe, le pôle accompagnement regroupe toutes les activités du champ médico-social, personnes âgées, personnes en situation de handicap et la petite enfance. Donc si je donne quelques repères chiffrés de chacun de ces domaines d'activité, sur le champ des personnes âgées aujourd'hui, c'est plus de 200 établissements d'accueil des personnes âgées, donc ce sont les EHPAD, les résidences autonomie ou encore l'habitat intermédiaire. Et sur le champ du domicile, c'est plus d'une centaine de services à domicile, SAD, SIAD, SPASAD, ce sont des acronymes un peu compliqués et c'est la raison pour laquelle on tenait à être présent ici aujourd'hui.
Et dans le médico-social, il y a également la filière handicap. Sur le handicap, on prend en charge à peu près tous les types de handicap à tous les âges de la vie. C'est 150 établissements. Et sur la petite enfance, c'est plus de 139 établissements. Notre activité étant principalement une activité de gestion de crèche et plutôt sur une orientation délégation de services publics d'ailleurs. Voilà, résumé. Donc Viv3 gère des EHPAD et aussi des services à domicile. C'est quoi fondamentalement la différence de prise en charge qu'on constate quand on a justement ces filières? Alors c'est vrai que dans ce que j'ai cité, clairement, il y a plus d'établissements sur le champ de l'hébergement des personnes âgées, tout simplement parce que ça correspond à l'orientation qui a été donnée en France historiquement. On vieillit, la trajectoire naturelle, c'est d'aller vers un EHPAD. Et aujourd'hui, il y a plus de 21% des personnes de plus de 85 ans qui sont hébergés dans les EHPAD. Il faut savoir que c'est une particularité française. D'autres pays européens n'ont pas forcément fait ce choix. Et l'adresse a sorti une étude qui dit que si on regarde le défi démographique qui est devant nous et l'augmentation considérable du nombre de personnes de plus de 85 ans à horizon de 10 ou 20 ans, il faudrait avoir 108 000 places supplémentaires de places en EHPAD. Donc on peut dire les EHPAD, ça reste un secteur d'avenir parce que la population va vieillir, mais on a aussi tous compris que, et tu l'as dit je crois dans ton propos d'introduction, qu'on n'a pas forcément les moyens d'accompagner en hébergement une évolution démographique aussi importante et qu'aujourd'hui l'orientation qui est prise par les pouvoirs publics c'est plutôt d'aller vers ce qu'on appelle le virage domiciliaire et de développer de plus en plus le maintien à domicile. Et ça a un deuxième bénéfice, c'est que ça correspond aux souhaits des personnes puisqu'il y a aussi une étude qui dit que plus de 85% des personnes souhaitent vieillir chez elles à domicile. Donc le sens de l'histoire c'est d'aller vers le virage domiciliaire. Et il y a déjà des petites choses qui sont faites? Voilà, exactement. Alors c'est vrai que si on va faire cette orientation-là, si on prend en considération l'augmentation du nombre de personnes vieillissantes, et on sait aussi que la dépendance ne sera pas moindre, parce qu'avec un nombre de personnes grandissant, on aura aussi toujours une dépendance importante, ce qui veut dire qu'il va falloir faire évoluer l'offre à domicile. C'est vrai que l'offre à domicile, aujourd'hui, elle se résume autour d'un accompagnement aux gestes de la vie quotidienne et puis à des soins de nursing. On est sur un premier niveau de réponse qui ne suffira plus demain. Ça veut dire que maintenir à domicile des personnes de plus en plus vieillissantes et toujours aussi dépendantes, ça va supposer de poser des questions d'adaptation du logement. Adaptation par rénovation du logement historique, et là il y a la prime adapt qui existe pour pouvoir aider ça, mais l'adaptation du logement c'est peut-être aussi aller chercher un nouveau domicile sécurisé, et ce sont toutes les offres, j'ai cité, on a des habitats intermédiaires qu'on appelle aussi habitat inclusif, donc ça veut dire qu'il va y avoir des évolutions en matière d'aménagement et d'adaptation du logement, mais ça va aussi supposer, parce qu'on va amener beaucoup plus d'intervenants au domicile pour avoir une offre plus globale, de pouvoir coordonner tous ces intervenants au domicile. Ça va aussi supposer d'éviter le passage aux urgences. On sait aujourd'hui que la dérive du système, c'est un peu celle-là, c'est que si le soin n'est pas suffisant à domicile, on a tendance à faire un passage aux urgences. Ça veut dire qu'il va falloir trouver le moyen, et dans une période de pénurie médicale, c'est pas une chose simple, trouver le moyen de pouvoir surveiller les personnes au domicile et de leur donner un accès aux soins. Et quand je dis surveillance, je pense à mon collègue qui prendra la parole tout à l'heure, ça veut dire qu'il va falloir développer des dispositifs. La téléassistance existe aujourd'hui, mais de télésurveillance. Donc, on va dire c'est un secteur d'avenir avec des besoins qui vont évoluer de plus en plus. Alors maintenant, nous, on est évidemment dans le groupe Viv3 très mobilisés sur ces sujets-là. On pense que la pluralité et la multiplicité des métiers du groupe doit nous permettre de tester des choses, d'essayer des synergies. J'ai parlé de coordination. Donc c'est ce qu'on fait. Maintenant, la limite du système, c'est qu'on est sur 13 régions et que la prise en charge, elle est quand même très dépendante aujourd'hui des financements parce qu'on ne peut pas faire tout ça avec un reste à charge total des usagers. Donc il y a des financements du conseil départemental sur certains sujets, des financements des ARS. Et aujourd'hui, c'est très hétérogène tout ça. On voit qu'il y a des disparités territoriales. Tu évoquais les difficultés l'accès aux soins, les problématiques d'accès aux soins. C'est aussi un problème d'inégalité territoriale. Et pour rebondir sur cette partie territoire, Frédéric Aiello, tu es directeur de la filière senior et maintien à domicile en Ile-de-France, chez Viv3 Ile-de-France. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que ça représente chez Viv3 Ile-de-France? Chez Viv3 Ile-de-France, c'est 13 agences aide et soins à domicile pour 1300 lits de SIAD, pour 1 million d'heures de prise en charge d'aidants et d'aidés.
Derrière ça, nous avons une plateforme de répit qui gère 500 personnes par an sur le Pré Saint-Gervais, qui est un acte important dans l'accompagnement des aidants aujourd'hui, et 3 EHPAD en Île-de-France. C'est aussi toute une gestion stratégique pour pouvoir coordonner tout ça, pour pouvoir faire un vrai parcours gérontologique, et aussi pour aller chercher des financements pour coordonner ces missions le plus possible en adéquation avec les plans d'aide des bénéficiaires. Et du coup, chez Viv3 Île-de-France, il y a des spécificités, j'imagine, de ce territoire au niveau des professionnels, au niveau des personnes accompagnées? Alors, on a des spécificités parce qu'on est sur des départements bien différents. Sur le 93, on a un accompagnement de clients aidés qui est très fort, avec des histoires de vie des fois très compliquées. On a aussi un problème généralisé à cette profession, qui est le recrutement des auxiliaires de vie, des aides-soignants et des infirmières. Et le matin, quand il vous manque 1 ou 2 personnes, ça complexifie notre prise en charge, qu'elles soient en EHPAD ou au domicile. La vision de l'Île-de-France, elle est sur 2 parcours. Le premier parcours, on se dit qu'aujourd'hui, et comme l'a dit Valérie il y a quelques minutes, la toilette, être bien habillé, manger bien, ça doit être quelque chose d'acquis et qu'on doit savoir faire depuis des années. Et puis il y a notre nouvelle vision qui nous dit que la population qui va rentrer demain, que ce soit dans nos EHPAD ou à domicile, elle aura vécu différemment, elle aura voyagé, elle sera sortie, elle aura été au restaurant, et le groupe qui aura compris ça sera sûrement le groupe de demain leader dans l'accompagnement, qui est autre chose que d'être bien habillé et bien nettoyé et avoir son médicament. Et donc là-dessus, on travaille beaucoup, les équipes et moi-même, sur cette création de projets, de dire un bénéficiaire qui veut aller au restaurant, qui veut lire son livre dans un parc, il doit l'avoir demain matin. Et pour ça, on va chercher de la dotation qualité, on va changer notre prise en charge de nuit, etc. Tu nous expliques un peu ce que c'est la dotation qualité, juste pour... Alors la dotation qualité, c'est quelque chose qui a été accordé il y a quelques mois, mais que nous faisions depuis des années. C'est la coordination entre l'aide et le soin et l'accompagnement. Chez Viv3 Île-de-France, 60% de nos clients sur 13 agences sont accompagnés autant sur le SAD que sur le SIAD. Donc on est bien dans un parcours gérontologique. Et sur un département où on est l'acteur majeur, qui est le 93, nous accompagnons jusqu'à la rentrée en EHPAD, en institution. Voilà. Et pour Viv3 Île-de-France, c'est un écosystème aussi d'acteurs. Vous travaillez avec d'autres sur ce type de projet? Alors c'est impératif. Notre vision est aussi un parcours qui ne parle pas que du domicile, du SIAD et de l'EHPAD, mais qui part de l'hôpital, de la clinique, du centre médical, du médecin généraliste de ville. On travaille sur une création d'un vrai parcours et d'un vrai accompagnement et d'une vraie synergie entre tous les acteurs d'une ville, voire même d'un quartier, on va dire. Et voire même national, puisque à mon avis, vous travaillez aussi avec des acteurs de la téléassistance, par exemple, ou de la télésurveillance, pour faire la transition. Sébastien Latry, vous êtes directeur du développement chez RMA, Ressources Mutuelles Assistance, et chez Senior Adom. Tu nous expliques un peu ce que c'est? Oui, merci. Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, on est un peu le trait d'union dans ce qui vient d'être exprimé par Valérie et puis Frédéric. On va changer le micro peut-être? Est-ce que c'est mieux? Voilà. Bon. Donc bonjour à tous et à toutes. On est un peu le trait d'union. Donc RMA, Ressources Mutuelles Assistance, c'est une structure qui est basée à Nantes et qui a été créée il y a maintenant 22 ans. Senior Adom, la téléassistance, c'est une structure qui a 13 ans maintenant et qui est également basée à Nantes dans les mêmes locaux. Et donc la particularité, c'est que 300 collaborateurs vont intervenir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à la fois dans des parcours d'assistance, donc dans les problématiques liées aux sorties d'hospitalisation, l'accident, la maladie, le handicap. On est dédié aux personnes. Et là, ça veut dire qu'on reçoit 500 000 appels par an. Alors si vous faites le calcul, ça veut dire plus de 2000 appels par jour. Ça veut dire un appel toutes les secondes, quasiment. Et autour de cette analyse de la situation, on va pouvoir coordonner 2500 prestataires partout en France. On va pouvoir effectivement organiser 440 à peu près
prestations de portage de repas, d'aide à domicile, d'auxiliaire de vie, pour ne parler que d'eux. Et puis, c'est environ un volant de 2600 heures d'aide à domicile qui sont effectivement organisées pour les principales mutuelles ou assureurs en France. Ça, c'est l'activité de Ressources Mutuelles Assistance. Alors, vous ne nous connaissez pas parce qu'on intervient derrière les acteurs majeurs du groupe Vive et d'autres opérateurs qui ont fait le choix de partager nos valeurs. Et puis, côté téléassistance, c'est 12 000 logements sécurisés, 12 000 patients ou bénéficiaires qui vont nous contacter 5 000 fois à peu près par an. Et on va déclencher 1600 appels d'urgence pour pouvoir intervenir dans les situations. Voilà, donc c'est un peu tout ça. Et concrètement, nous, notre métier, c'est vraiment d'être au plus proche dans les parcours de soins pour les personnes en situation d'affection longue durée, hospitalisation, maladie, accident, handicap. Et un appel par seconde, énormément d'appels. Et est-ce qu'il y a des profils types ou des principales demandes d'assistance qui peuvent être observées? Est-ce qu'il y a des catégorisations? Est-ce qu'il y a des besoins particuliers que vous percevez de la part de ces personnes vulnérables ou de leurs proches? Alors moi, j'ai envie de vous parler de Sylvie. Voilà, Sylvie, elle a 86 ans. Elle habite à son domicile et elle habite avec monsieur. Et monsieur, il est charmant, mais malheureusement, dans le grand âge, il est atteint d'Alzheimer. Et donc, Sylvie, elle va nous contacter, souvent par le biais de sa mutuelle. Et quand elle va nous contacter, elle va déjà le faire très tardivement. Et on va prendre conscience qu'elle a besoin d'accompagnement social. Alors, non pas qu'elle n'a pas déjà rencontré beaucoup de gens, mais à ce moment-là, elle a effectivement besoin d'une approche globale. Elle va avoir besoin qu'on l'accompagne sur la démarche administrative et puis sur l'APA, donc l'allocation à personnaliser d'autonomie. Elle va besoin probablement de venir mettre en place des aides ménagères dans son logement parce qu'elle souhaite effectivement rester. Elle nous fait rapidement part d'une souffrance au quotidien. Elle imagine encore son mari tel qu'il était avant et plus comme il l'est aujourd'hui. Et donc on va l'orienter vers un psychologue, tout simplement, qui va pouvoir l'aider. Et puis elle aura rapidement besoin d'une solution de répit parce qu'elle souhaite continuer à s'occuper de monsieur. Mais elle ne sait pas comment le faire si sa charge mentale, elle est toujours importante. Donc on l'aidera dans tout cela et dans les démarches administratives aussi. Et grâce à ça, ensuite, eh bien, elle va pouvoir trouver les bons acteurs et puis continuer à épauler monsieur à son domicile parce que c'est vraiment ça son souhait principal. Donc ça, c'est l'assistance. Alors, côté téléassistance... Ça, c'est Sylvie. Voilà, ça, c'est Sylvie. Alors, je ne vous ai pas pris une autre personne, mais Sylvie, elle existe vraiment, sachez-le. Hein. On a évidemment, c'est un cas qui s'est passé la semaine dernière. Côté téléassistance, on a trois besoins identifiés. Classiquement, dans le domicile, on va venir sécuriser, voilà, parce qu'il y a l'aménagement, et puis rapidement vient le besoin de la sécurisation pour la personne, et puis pour l'aidant. Et quand on est à domicile, je ne vais pas en parler de trop, mais il y a 10% de proches qui sont présents autour du domicile, enfin 25% d'ailleurs, les dernières études c'est 25%, donc on a beaucoup de proches, alors que lorsqu'on est en établissement, on sait qu'il y a beaucoup moins de proches qui peuvent vous aider. Donc on a besoin de sécuriser l'aidant et l'aider, donc on ne peut pas séparer les deux. On a besoin de géolocalisation parce que comme le disait Frédéric, les habitudes ont changé, on veut continuer à pouvoir vivre, et donc là on a besoin de mobilité, tout simplement. Et puis le dernier point, peut-être celui sur lequel on aura à travailler, à innover, c'est effectivement la partie médicale et l'intelligence, la prédiction, sur lequel il y a encore beaucoup à faire. Donc le besoin, c'est la sécurisation, voilà, avec une demande de personnalisation de cette sécurisation. C'est la prévention des chutes, bien sûr, ça c'est quelque chose qui va être important. C'est la cause quand même de 12 000 décès en France par an. Et puis, c'est de travailler autour des personnes isolées, les maladies chroniques et puis les handicaps. Merci Sébastien. On a dressé quelques constats, on a amorcé la réflexion sur quelques enjeux. Frédéric, on a vu qu'il y avait eu quelques évolutions législatives, mais au final, ce sont les opérateurs qui apportent le plus de solutions. Les trois grands enjeux pour Vive 3 Île-de-France sur le développement d'une offre de maintien à domicile, ce serait quoi? Aujourd'hui, nos trois enjeux, elles sont, je l'ai un peu dit tout à l'heure, sur une sécurisation du parcours, mettre des acteurs autour de nous comme Senior Adam
EPOCA pour sécuriser l'habitation, mettre à niveau les logements pour pouvoir continuer à vivre chez eux dans de bonnes conditions. Et surtout, parce que sans eux, on n'y arriverait pas, c'est continuer à avoir une certaine attractivité dans ce métier-là, les former, les accompagner et les faire évoluer d'auxiliaire de vie à d'autres postes d'encadrant à l'intérieur de nos agences. Tu peux nous dire un peu plus là-dessus, sur les parcours professionnels que vous essayez de mettre en place ? Alors nous, sur les parcours, on essaye de former au diplôme d'auxiliaire de vie une vingtaine, 20-25 personnes par an. Et nous avons, je vais un peu parler de notre candidate Idoine, qui a été auxiliaire de vie, responsable de secteur et aujourd'hui directeur d'agence. Donc on peut vraiment progresser dans ce milieu-là, on peut avancer et on peut se créer une carrière grâce au dynamisme de ces filières. On est sur un secteur d'activité qui est très féminin, je pense qu'on est tous. Comment vous luttez un peu contre les stéréotypes en plus de ces parcours de carrière ? Alors, on est sur 95% de féminin. Sur l'attractivité du métier pour attirer les hommes vers nous, entre guillemets, avec un grand H, c'est je pense, redonner un peu de sens au fait que ça ne peut pas être que féminin. Qu'un homme peut aussi avoir un développement de carrière, que ça soit au domicile ou en EHPAD. Après, pour être passé dedans depuis 30 ans et pour avoir fait quelques classes, il y a souvent 25 filles pour 3 garçons. Et ça fait que 3 professionnels à la sortie de l'école. Je crois beaucoup, moi, à l'explication de notre métier, à la communication de notre métier et à l'intérêt de cette prise en charge de continuité de vie et d'histoire à leur domicile. On parlait tout à l'heure de la distinction entre prise en charge en établissement et prise en charge à domicile. Vous gérez les deux. Est-ce que ça fait partie des parcours professionnels ou il y a encore des différences pour les professionnels de la prise en charge en établissement et à domicile ? Alors, on a toujours eu, et ça date pas d'aujourd'hui, quand vous travaillez en EHPAD, on a l'impression que vous travaillez dans un milieu exceptionnel, et quand vous travaillez à domicile, on a l'impression que vous n'êtes pas d'être moins reconnu. Je pense bien au contraire qu'il est plutôt difficile, et il faut imaginer quand même que quand vous arrivez, vous sonnez, vous tapez à une porte, vous rentrez chez quelqu'un qui peut avoir de la famille, qui peut avoir un animal, etc. et que la porte se referme et pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, vous êtes seul dans ce domicile. Et moi, je trouve que la complexité, pour avoir passé du temps avec des auxiliaires de vie chez des bénéficiaires, la complexité de cette porte qui se referme et de ce verrou qui claque donne une appréhension de temps en temps, en tout cas pour moi, quand je l'ai fait, un peu de mal-être et de ne pas savoir ce qui va se passer derrière. Alors que quand vous êtes dans l'établissement, vous êtes majoritairement beaucoup, et vous avez juste à appuyer sur un bouton et tout se précipite. À l'inverse de l'établissement, où aujourd'hui on accompagne des gens de plus en plus touchés, abîmés par la maladie. Nos DMS en établissement sont plus de 14 mois, alors qu'on était plutôt à 27 mois. Durée moyenne de séjour ? Durée moyenne de séjour. Au domicile, on a encore une possibilité de créer de la vie et de l'accompagnement. Et c'est ce que je disais en tout début. Je pense qu'il y a une première partie et qu'aujourd'hui, il faut qu'on aille sur de l'accompagnement, de la continuité de vie et que nos professionnels doivent continuer à se former à plein de choses. Pour les professionnels de RMA, ça doit être encore plus difficile puisqu'on est au téléphone, donc on n'est même pas dans la maison. Comment est-ce qu'on s'insère dans un parcours en fait ? Comment est-ce que RMA arrive à s'insérer dans un parcours pour la personne ? Alors moi je vais rebondir parce que c'est exactement ça. Sur la téléassistance, juste avant de parler de l'assistance, parce que souvent les alertes qui peuvent être déclenchées ne sont pas des vraies alertes, mais c'est bien des appels à l'échange, au dialogue. Et je crois que la dernière étude de l'adresse disait qu'on avait en moyenne 19 contacts par mois. Et la majorité de ces contacts se font par le biais de l'assistance, de la téléassistance ou des professionnels qui viennent au domicile. Donc nous, sur la partie assistance,
on va devoir s'inscrire dans les parcours, dans les nouveaux parcours, parce que c'est vrai qu'on le fait historiquement. Donc historiquement, l'assistance, c'était un numéro de téléphone qu'on cachait un petit peu, et puis on intervenait quand c'était accidentel. Voilà, il y avait un accident, une maladie soudaine. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Les parcours sont programmés. Il y a de plus en plus d'ambulatoires. Ça s'est accéléré depuis la crise Covid-19 avec, on le sait, des fermetures de lits, une place de l'ambulatoire, de la HAD qui s'amplifie. Et on sait également, dans ce cas-là, que nous, on va devoir intervenir le plus tôt possible et en sortie d'hospitalisation, d'une part, ou en sortie d'hospitalisation à domicile, donc ambulatoire, domicile et donc, une fois que cette porte un peu elle est refermée aussi de l'établissement, la personne elle est pour autant, certes en meilleure santé, ça il faut se le dire, mais pour autant elle est dans un environnement qui est non sécurisé. Et donc on va devoir l'accompagner sur ce domicile pour l'aider à mieux se rétablir. Donc on travaille autour de ce lien humain, en plus de cette assistance technique et à distance, ça se fait très bien. On peut être au contraire le relais de professionnels qui ferment cette porte. Sur la partie, je dirais également, je pense au CRT, au Centre de ressources territoriales. Il y en a 200 aujourd'hui qui sont installés. Le ministre, ce matin, nous disait en ouverture qu'il allait en avoir 500 en 2026. Et bien là aussi, on a toute notre place dans le volet 2. Alors c'est très technique, mais bon, en tout cas sur la sécurisation du logement et puis aider les personnes à effectivement pouvoir mieux vivre cette situation, eh bien, on a cette place avec des moyens techniques et humains derrière. Donc moi je dirais qu'on va pouvoir travailler sur une meilleure condition de vie, tout simplement. Voilà, on va améliorer auprès de l'assistance et la téléassistance les meilleures conditions de vie. On va contribuer à préserver l'autonomie forcément, encourager et maintenir le lien social et puis et travailler vraiment sur la stabilité du cadre en fait familial. Donc c'est ça, réussir pour nous, assistance et téléassistance, le virage domiciliaire. Avec une alchimie, tu le disais, entre le lien humain, mais aussi la partie technologique. Et là, à mon avis, il y a des ruptures. La téléassistance fonctionnait peut-être pas il y a 30 ans, j'imagine. C'était presque un nouveau métier. Je ne sais même plus quand est-ce que ça a apparu. Mais voilà, quels défis technologiques sont juste maintenant ou dans les prochaines années ? Oui, alors qui n'a pas un téléphone portable aujourd'hui, alors qu'en 2010, je crois, ou 2008, 2009, en tout cas, il n'y en avait pas. Toutes les voitures sont connectées, enfin voilà, il se passe plein de choses, presque trop, j'ai envie de dire. Ben, concrètement, cette évolution, elle est très intéressante, elle est bienveillante et elle nous aide à mieux vivre. Par contre, comme toute évolution, on arrive au premier renouvellement. Donc le premier renouvellement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les premiers téléphones portables, qui étaient en 2G, enfin d'ailleurs c'est pas les premiers, c'est déjà les deuxièmes, et les 3G, eh bien on va les arrêter. Et c'est important de les arrêter, mais en faisant ça, tous ces objets, eh bien ils seront un peu l'équivalent d'une brique. Ça ne servira plus à rien. Alors déjà, le groupe Vive, on a une responsabilité écologique, parce que qu'est-ce qu'on fait de ces appareils ? Évidemment, il faut les reprendre. Et puis ensuite, il faut surtout sécuriser les personnes. Donc, dès 2025, la 2G s'arrête. Dès 2028, la 3G s'arrête. Au maximum, en 2030, on débranche tous les réseaux de cuivre, donc la DSL. Alors là, on peut se dire, oh là, il ne va rien se passer, mais si. En février prochain, on a 10 communes en France qu'on débranche. Donc si nous, le groupe Vive, on n'a pas prévu tout de suite que le boîtier qui est dans le domicile, il fonctionne, eh bien la personne, en février, elle se retrouvera sans assistance. Donc on a courageusement, je dois le dire, décidé dès novembre 2023 de changer la technologie. Et aujourd'hui, tous les dispositifs qui sont proposés sont compatibles avec les nouvelles générations et sont plus simples d'utilisation. Voilà. Ça marche, merci. On a vu qu'il y avait des constats qui étaient connus par tous, si bien les opérateurs que les législateurs. On a dit qu'il n'y avait pas de grande loi, enfin une grande loi ou de loi grand âge qui avait été annoncée. Et pourtant, il y a eu quelques évolutions législatives qui ont permis quelque peu le développement d'une offre pour que les personnes restent à domicile. Valérie, est-ce que tu veux nous partager quelques-unes des évolutions, même pour l'instant modeste, mais après qu'on pourra développer ? C'est vrai que la loi grand âge, elle est très attendue. Elle a été promise en 2018 pour la première fois par le président Macron. Elle a été abandonnée en 2020 faute de financement.
On a des choses qui sont ressorties en 2024 avec la loi Bien Vieillir qu'on attendait. Et pourquoi on est en attente, c'est parce qu'on est dans un secteur qui fonctionne parce qu'il repose essentiellement sur des financements publics. On a parlé tout à l'heure de l'aide à la toilette. Aujourd'hui, l'aide à la toilette, c'est une prestation d'un SIAD 100% financée par la sécurité sociale. L'accompagnement aux gestes de la vie quotidienne, les SAD, aujourd'hui, en tout cas c'est l'orientation qu'a pris le groupe Vive, c'est d'être sur une proposition d'accompagnement à domicile tarifé par les conseils départementaux et donc extrêmement dépendant des financements des territoires et notamment des départements. Donc la grande loi, elle est attendue parce que le système, il repose en fait sur un accompagnement financier des pouvoirs publics parce qu'on sait aussi que le sujet du pouvoir d'achat des personnes âgées, c'est un vrai sujet qui est sur la table aujourd'hui et que la réponse à la financement des réponses à toutes ces évolutions, elle ne peut pas se traduire par une augmentation abyssale du reste à charge des personnes concernées. Donc il n'y a pas de grande loi. Par contre, effectivement, il y a eu quelques avancées. Je pense qu'il ne faut pas le nier. Je pense que les pouvoirs publics, sur ces dernières années, ont fait un effort d'accompagnement qui s'est traduit par notamment une réforme de la tarification des SIAD qui a été attendue. C'est-à-dire que demain, la dépendance des personnes prises en charge sur l'aide aux soins de nursing sera mieux, on considérera mieux l'augmentation en dépendance. Donc c'est une vraie avancée. Une expérimentation. C'est une expérimentation, mais on va dire que ça va dans le bon sens. Je ne veux pas croire qu'on revienne en arrière. Ça, c'est sur la partie soins, sur la partie aide à domicile. Là aussi, on a eu l'instauration d'un tarif plancher à 23 €. Tu en as parlé tout à l'heure, l'adjonction d'une dotation, d'une coordination, non pas coordination, qualité, pour 3 €. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est à 26 €. Il faut savoir qu'en 2020, on était plutôt à 21 € de l'heure. Et puis, il y a eu également toutes les revalorisations salariales des professionnels qui travaillent dans le secteur à travers le Ségur ou l'avenant de la convention collective du domicile qu'on appelle l'avenant 43 de la BAD. Donc tout ça sont des choses qui vont dans le bon sens, qui malheureusement ne suffisent pas aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle on est en attente de cette fameuse grande loi de programmation. Alors la loi Bien Vieillir qui a été votée le 8 avril, enfin qui a été publiée le 8 avril puisqu'elle a été votée le 27 mars, prévoit normalement qu'avant le 31 décembre 2024, on voit fleurir une loi de programmation pluriannuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va se mettre en situation de projection à plusieurs années pour essayer d'évaluer les besoins financiers pour accompagner ce fameux virage domiciliaire. Donc on est en attente. On va essayer de voir si le gouvernement arrive à cette date et puis on verra si la loi sera proposée. Il y a surtout une réforme. Oui. Grosse réforme des services de soins infirmiers à domicile et des services d'aide à domicile. Tu nous en dis quelques mots? Ouais, je te vois. Parce que ça va quand même structurer le secteur. Je ne l'ai pas cité, j'aurais quand même dû la citer. C'est qu'aujourd'hui, il y a quand même une prise de conscience que se faire accompagner au domicile, y compris pour le cœur de métier qui est le soin et l'accompagnement, c'est un peu un parcours du combattant. Si dans cette salle, il y a des usagers, un SIAD, c'est quoi? Un SAD, quand on n'a jamais été confronté au problème, on ne sait pas ce que c'est. Et puis vous vous dites, ça y est, j'ai trouvé quelqu'un pour apporter les repas et la toilette, ah ben non, c'est pas nous, il faut que vous alliez voir tel opérateur parce que nous on fait que le repas. Enfin voilà, c'est quelque chose de compliqué. Ça, je pense que tout le monde en a conscience et il y a une vraie évolution dans la loi et qui était attendue tous sur cette fluidité du parcours, qui est de dire, eh bien demain, c'est pas à l'usager d'aller chercher, il faut qu'il ait un guichet unique et vous, opérateurs, ceux qui font du soin et ceux qui font de l'accompagnement, à charge pour vous de vous organiser. Ça doit être transparent pour l'usager. Lui, il a un numéro de téléphone unique, un guichet unique, et il doit trouver ses réponses. On est évidemment 100% favorable à ça, parce qu'on est aussi des gestionnaires de services, et la qualité ça fait partie de nos préoccupations. Maintenant, la difficulté, c'est que cette loi, elle prévoit que pour faire ça, et elle impose aux gestionnaires, pour faire ça, de créer une entité juridique dédiée. Et c'est là où, alors sans rentrer dans des considérations très techniques, c'est ce qui pose aujourd'hui quelques difficultés de mise en œuvre, parce qu'on pense, et on a tendance à penser qu'on peut tout à fait arriver à créer ce guichet unique sans forcément créer une entité juridique unique. Pourquoi? Ça existe déjà peut-être? Voilà, exactement, parce qu'on sait le faire. Frédéric a parlé de ces agences, et dans le groupe Vive, dans beaucoup d'endroits, on est déjà organisé en guichet unique pour les usagers, et on a des partenariats avec
d'autres acteurs pour pouvoir proposer ce guichet unique. Je pense au Pays de Loire, on a une grosse activité de domicile et où on sait faire. On était dans ce qu'on appelle des SPASAD, qui était l'ancien modèle du guichet unique et qui permettait d'apporter cette solution à l'usager sans forcément créer une entité juridique. Et en fait, aujourd'hui, nous, on milite pour la généralisation de ces SPASAD, c'est de dire le guichet unique 100% d'accord, les modalités d'y arriver, pas d'entreprise unique parce que économiquement, on pense que c'est plutôt de nature à fragiliser le système qu'à le renforcer. Il y a une échéance très prochaine et peut-être que dans le cadre de la structuration de l'activité en Ile-de-France, tu y es peut-être un peu confronté aussi. Frédéric, tu nous en dis comment toi tu gères cette réforme ? Alors nous, basiquement, on est un peu plus serein parce qu'on a du SAD et du SIAD. Donc la réforme, on est capable de la mettre en place. La difficulté, c'est pour ceux qui n'auraient pas de SAD associé au SIAD, ce qui n'est pas notre cas aujourd'hui. Donc on la vit plutôt agréable de notre côté. Je dirais que la vraie problématique pour nous, et si on avait un choix à faire, c'est de trouver un seul et unique financeur. Je reste persuadé que de négocier entre les ARS et le CD, c'est compliqué. Surtout avec des comités départementaux qui ont de moins en moins de financement. Et qui sont un peu un frein à mettre en place à nouveau de la qualité et du développement qu'on peut attendre sur ces services. Donc moi, je milite plutôt sur cet enjeu de trouver un seul partenaire avec qui on discute, avec qui on avance, avec qui on met des projets et on met des facteurs de réussite en face et sur lesquels on se rencontre souvent avec un dialogue sain pour le bénéficiaire, le résident, le client, comme on veut l'appeler. Et finalement, Sébastien, on parle aussi d'une notion qui n'apparaît pas dans les textes parce que généralement c'est un anglicisme, c'est un terme anglais qui est celui du care management. On en entend beaucoup d'aller vers le domicile aussi dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a un rôle, est-ce qu'il y a un travail là-dessus sur cette notion de care management chez Senior Adam ou chez RMA ? Oui, alors avec le groupe, on travaille beaucoup à cette coordination santé, le care management. Je reviendrai tout à l'heure sur le modèle économique parce que c'est vrai que c'est un gros sujet, mais déjà on accompagne plus de 200 000 salariés et retraités en France sur des grandes entreprises, donc des grands employeurs, sur ces demandes spécifiques du care management. Donc on a une expérience sur ce guichet unique, une autre porte d'entrée qui est du coup distancielle, qui est à distance, et est en capacité d'accompagner, coordonner tout cela. La première demande, elle est d'abord d'être guidée dans cette complexité administrative, dans tous ces acronymes, toutes ces recherches de financement qui sont en plus très territoriaux. Donc bizarrement, souvent dans le care management, il y a d'abord cette entrée psychosociale dont j'ai parlé tout à l'heure avec Sylvie, qui est très présente. Et puis rapidement, il y a la coordination des prestataires à domicile. Donc on va retrouver des problématiques un petit peu différentes. Donc voilà, il y a le domicile, mais on va y trouver aussi donc, le travail, pour beaucoup, la sphère sociale et ou familiale, autour de ces éléments. Et vient très rapidement la question du modèle économique et de la solvabilité. Donc on a parlé tout à l'heure de l'inflation, finalement, l'inflation du coût. Donc tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut mettre en place du care management et on en a besoin. Par contre, quelle est notre capacité à le financer, quel est le reste à charge à disposition en fonction de son statut social, de sa situation. Et là, on est très inégaux face à ça. Et on est en grande difficulté aussi parfois pour arriver à lever ces différents financements. Donc voilà, c'est complexe, plus à mettre en œuvre et un peu moins finalement à coordonner. C'est un petit peu ce qu'on y voit. Donc voilà. Et nous, on arrive à le faire à distance avec des contraintes supplémentaires dont on n'a pas parlé, c'est-à-dire celle de l'éthique, forcément. On souhaite mettre de l'éthique d'abord dans tous ces éléments-là. Celle du RGPD, donc du respect des données de santé. Et je crois qu'on fait école aussi dans le monde aujourd'hui. Pour ceux qui le savent, le compliant européen, il fait école dans d'autres secteurs du monde. La santé, les données de santé, et on va pas transiger avec ça. Et puis,
la sécurité informatique, parce que ça vient aussi très vite. Donc voilà, donc tout ça c'est presque une base, et on doit être capable de d'orchestrer tout ça. Donc le care management, ça va, il faut s'occuper de la personne, mais en fait on est constamment en train de concilier avec le financement, les autres acteurs et les contraintes qui sont technico-fonctionnelles. On voit que le cœur du réacteur, de la transformation du secteur, ça va être la question du financement. Or, on est en plein débat budgétaire. On avait quelques ministres qui étaient dans les allées tout à l'heure. On peut leur porter quelques recommandations, quelques propositions. Si en phase conclusive, il y avait une proposition à retenir, à porter soit dans le débat budgétaire, soit, tu l'évoquais tout à l'heure Valérie, la loi grand âge, la loi pluriannuelle qui aurait dû être présentée d'ici la fin de l'année. Laquelle ce serait? Peut-être Frédéric, tu évoquais une tutelle unique. Est-ce que, une autorité de tutelle unique, ce serait vraiment celle-là que tu porterais? Moi, pour l'instant, et au vu de ces 4 dernières années, je pense que la tutelle unique nous aiderait à mieux appréhender les choses. Et en tout cas, avoir moins de soubresauts dans notre gestion, surtout sur l'aide à domicile avec les CD. Parce que c'est quand même un peu un yo-yo permanent entre les CD qui financent plutôt conseils départementaux plutôt bien et des CD qui sont un petit peu plutôt compliqués. Et parce que si on veut faire du développement, si on veut former, nous chez Vive3 Île-de-France, on a l'ambition en 2026 de former 100% de nos professionnels. Former 100% de nos professionnels, c'est globalement une enveloppe de 50 000 € à mettre en plus sur le budget formation. Tous ces détails-là sont importants. Et c'est pour ça que je milite pour un financeur unique. Après, nous avons aussi développé des exosquelettes passifs sur nos agences. Nous avons développé des prises en charge par des logiciels plus adaptés. Tout ça a un coût, mais c'est tout ça qui permet aussi d'attirer des futurs professionnels, d'être meilleurs dans notre prise en charge. Et sans financement, on n'y arrivera pas. Tu évoquais la question du reste à charge. L'objectif de la téléassistance, ça va être d'être simple, accessible, humaine. Qu'est-ce qu'il faudrait en plus dans la loi éventuellement ou à nos dirigeants pour le faire? Simplifier l'accès, les démarches administratives et simplifier le financement et l'accès au financement. Il y a vraiment un effet millefeuille et donc ça limite l'approche globale. Pour les personnes Pour les personnes. Actuellement, c'est compliqué? C'est extrêmement complexe. Tu nous en dis 2 mots? C'est complexe, on va en fonction de l'âge, de la situation, de la géographie, devoir quasiment développer un algorithme, c'est à la mode, pour être capable de savoir ce à quoi peut prétendre la personne. Ça, c'est pour les dispositifs légaux. On doit compléter des dispositifs extra-légaux. Et puis à cela se rajoutent évidemment tous les tiers payeurs, tiers financeurs que peuvent être les employeurs par exemple en place. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de charges. Et je le rappelle, quand on est en situation de fragilité, en affection longue durée, quand on est aidant, on est tout sauf une personne qui réfléchissons en fait. Donc on a besoin qu'on nous simplifie cet accès. Et donc voilà, plus de simplicité, plus de facilité autour de cela. J'imagine, Valérie, un peu plus de souplesse dans la traduction de la réforme, peut-être d'autres propositions? Je pense que dans cette loi de programmation, dans ce futur véhicule législatif, je pense qu'il y a 2 grands enjeux qui ont été évoqués ici. Il y a un premier enjeu qui est l'attractivité des métiers. Tu l'as évoqué, on forme. Aujourd'hui, il faut savoir que la vie des gestionnaires de services à domicile, c'est quand même une grande part de recrutement avec une crise des vocations à gérer, un service à assurer avec pas forcément toujours les effectifs. Il y a eu des évolutions, des revalorisations salariales. Ça suffit pas. Il faut se réinventer dans la proposition des temps de travail que l'on propose aux salariés. Il faut absolument aider à réenchanter le métier. Mais notre quotidien, tu l'as aussi dit, c'est la gestion financière extrêmement serrée parce que le constat aujourd'hui, j'ai parlé, il y a eu des réformes de la tarification. Clairement, il faut aller plus loin. Aujourd'hui, on a réformé la tarification, celle des SIAD d'un côté, 100% financé Sécu, et puis celle des SAD de l'autre côté avec un accompagnement APA, financement sur le modèle APA. Demain, on nous dit qu'il faut faire fonctionner ces 2 activités dans une seule entité juridique unique, mais sur des systèmes de tarification qui sont différents. Il faut savoir aujourd'hui que la vie d'un SAD ou le financement d'un SAD, c'est
je l'ai dit, 26 € plus le financement des revalorisations salariales. C'est en dessous du coût de revient sur la plupart des services à domicile. Et donc je pense que vraiment le défi, c'est de reconnaître les financements à la hauteur des besoins. Il est prévu de faire un référentiel de coûts. Je dis oui, bravo, allons-y, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas ces éléments de repère, mais on est capable de faire la démonstration qu'aujourd'hui, sans être dispensieux, parce que franchement, toi, tu utilises souvent un terme que j'aime bien, on est souvent des centimiers, on gère vraiment au plus près les sous publics, et on a vraiment besoin d'un coup de pouce. Donc moi, j'attends cette loi, réforme la tarification et nous aide à proposer mieux aux salariés pour réenchanter le métier. Donc on le voit, on a beaucoup de propositions à faire pour transformer, pour accélérer sur ce virage domiciliaire, ce qui ne nous empêche pas d'innover, de penser aux besoins des personnes, de travailler sur ce qu'on appelle les guichets uniques, l'écoute, mais aussi sur cette attractivité des métiers. Comme tu le disais tout à l'heure, on est sur les métiers du lien, les métiers de l'humain, et donc ce sera le grand défi, avec peut-être un autre qu'on n'a pas abordé, mais on aura peut-être la question un peu plus tard, c'est le défi du vieillissement, la transition démographique. À un moment, on va être confronté aussi à une transition écologique, puisqu'on est aussi sur des transports pour aller au domicile. Comment est-ce qu'on gère ça? On n'a pas encore toutes les solutions, mais on a beaucoup de contributions sur le terrain avec tout ce qui est développé, beaucoup de contributions aussi dans le débat, puisqu'on les porte notamment avec Valérie dans les différents cercles. Tout ce qu'on sait, c'est que ce virage domiciliaire, ça ne pourrait pas être un virage austéritaire, quand bien même on gagne les financements, ça coûte un peu moins aux finances publiques de prendre en charge à domicile. Ça nécessite d'énormes investissements pour permettre ce virage domiciliaire. Voilà, j'espère que cette table ronde vous aura apporté quelques éléments sur comment réussir le virage domiciliaire. Il nous reste une dizaine de minutes si vous souhaitez dans la salle pour poser quelques questions. Merci à vous. Merci. Bonjour. Le virage domiciliaire, ça ne sont pas que les services autonomie à domicile, aide et soins. Donc j'avais une question tout simplement. C'est aussi l'habitat alternatif. Et donc quels sont les projets du groupe Vive dans l'habitat alternatif? Merci. Alors, on est aujourd'hui engagé dans l'habitat alternatif. On a à peu près une cinquantaine de collectifs. Donc, le modèle, alors on a la chance dans le groupe d'avoir à la fois un pilier habitat, donc une expertise habitat et une expertise accompagnement. Et ça, c'est une vraie force parce que on s'aperçoit quand on fait notamment de l'habitat alternatif qu'on confronte deux modèles différents, deux cultures différentes. Et c'est vrai, moi je suis gestionnaire de l'accompagnement, de services d'accompagnement. J'ai envie que mon logement, on a beaucoup parlé de sécurité et d'adaptation, j'ai envie d'avoir des baies coulissantes, des balcons à fleurs, un chemin lumineux pour aller aux toilettes, un interrupteur à la tête du lit. Tout ça, ça coûte cher. Et quand vous allez discuter avec un promoteur immobilier ou un bailleur social, lui, il a ses propres logiques de gestion et parfois nos attentes ne correspondent pas et ne rentrent pas dans le modèle du promoteur. Et donc aujourd'hui, on a essayé de travailler à ce modèle. Donc on a un modèle qu'on fait avec les bailleurs sociaux. Donc le bailleur social construit l'immeuble, a la relation avec le locataire, loue le logement et s'appuie sur nous pour la proposition de services. Donc en général, ce sont des collectifs de 20 à 36 logements. On peut faire plus, ça dépend du lieu d'implantation, avec une présence sur place d'un accompagnateur sur la semaine. Donc c'est light, on s'adresse à des personnes qui ne sont pas très dépendantes, qui veulent encore leur autonomie, mais qui viennent chercher de la sécurité. Et on a pris l'option d'être sur, c'est pas une résidence-service, l'option qu'on a prise, c'est d'être accessible au plus grand nombre, et on essaie de se limiter et de ne pas dépasser 200 € de prix de service, additionné à un loyer de 500 € si on est sur un T2. Alors vous allez me dire, ça dépend si vous êtes à Paris ou en province, mais globalement, le modèle qu'on construit, c'est un modèle qui permet de laisser un reste à vivre suffisant pour la personne. Donc évidemment, il n'y a pas de piscine, il n'y a pas de restaurant, mais en tout cas, on est capable d'amener toute la sécurité aux personnes qui le souhaitent. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Bon, je vous remercie, la table ronde, et puis dans l'audience. Merci beaucoup.